Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une psychanalyse, ni même une confession. C'est un texte, je ne sais pas comment l'écrire, il est ce qu'il est. C'est une sorte de méditation ou de rumination autour de cette histoire du gris. Voilà, ça s'appelle, tu es prête? Light Black. Ham, sursautant. Gris, tu as dit gris? Clove, noir clair, dans tout l'univers. Certes, il y a des noirs profonds et des noirs légers. Clove, en français, appelle ce qu'il voit par la fenêtre, à l'aide de sa lunette, un noir clair. En anglais, il le décrit à Ham, l'aveugle et paralytique, comme un noir léger, light black. Dans les deux cas, il s'agit de désigner ce qui semble étonner les deux comparses, une situation dans laquelle une couleur, quelle que soit son imprécision, vient désigner, faute de mieux, une situation scandaleuse. Comme si, dira Ham plus tard, la Terre s'était éteinte. Une histoire de lumière, alors, plutôt que de couleur. Light, évidemment, invite à examiner cette hypothèse. Le doute règne. Je me dis que la Terre s'est éteinte, quoique je ne l'ai jamais vue allumer. Dira Clove plus loin, en évoquant l'hypothèse de sa sortie dans le monde extérieur, dans lequel il ne verrait, entre ses pieds, qu'un peu de poussière noirâtre. Gris, noir, de quoi au juste le gris est-il le signe? Est-ce un allègement du noir, couleur originelle ou terminale? Est-ce plutôt une couleur originale résultant de l'entropie universelle, si on veut bien admettre l'hypothèse d'une entropie définitivement installée, ayant atteint son stade terminal, comme c'est la destination de toute forme d'entropie? Entropie installée au dehors, tout au moins, car dedans, ça bouge encore, ça continue à finir ou à ne pas finir, comme on veut. Fini, c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. De tels états sont fréquents dans l'univers de Beckett. États de doute, d'incertitude, mais ces termes sont trop chargés de psychologie et de subjectivité, alors qu'il s'agit chez lui de processus, d'états de choses qui ne renvoient à aucune délibération, aucune signification, dans lesquels l'idée même que cela puisse être le cas suffit à jeter le soupçon. Ham, on n'est pas en train de signifier quelque chose? À quoi Clove répond, signifier? Nous, signifier? Ah, elle est bonne. Un doute plane sur l'intention consciente ou inconsciente de signifier quelque chose. Mais l'important n'est pas là, car même en supposant la meilleure intention ou absence d'intention du monde, il reste qu'un observateur extérieur, une intelligence revenue sur Terre, ne serait-elle pas tentée de se faire des idées à force de nous observer? Prenons la voie de l'intelligence. Ah bon, je vois ce que c'est, oui, je vois ce qu'ils font. Le doute est donc absolu, ontologique. Toute chose suffisamment bien observée est susceptible sur la durée de se charger d'un sens, ou en tout cas d'une intention de signifier, mais en attendant, le doute demeure, les apparences d'un ne changent. La photographie a été, je crois, le lieu privilégié de telles apparences, de tels moments de pure illusion, entre la croyance que quelque chose, dira Jeff Wall, existait dans le monde, et que la photographie en était la trace, et la plus grande dénégation du réel. Il faut, dit Baudrillard, qu'une image ait cette qualité-là, celle d'un univers dont le sujet s'est retiré. C'est la trame même des détails de l'objet, des lignes, de la lumière, qui doit signifier cette interruption du sujet, et donc cette interruption du monde aussi, qui fait le suspens de la photographie. En ce sens, l'image photographique est la plus pure, parce qu'elle ne simule ni le temps, ni le mouvement, et s'en tient à l'irréalisme le plus rigolo. Comme tous les moments de grâce ou de magie, celui-ci n'aura guère duré, balayé par notre incapacité à tolérer le doute, l'ouvert, l'absence. Très vite ont été convoquées pour combler le vide toutes sortes d'obligations et de contraintes. Le réalisme de la représentation, le témoignage historique, la fidélité à l'instant, le ça a été, l'effet de présence, le récit, etc. Tout ça pour ne pas voir qu'au cœur de l'image photo, il y a une figure du néant, d'absence et d'irréalité. C'est ce néant au cœur de l'image qui fait sa magie. C'est ce néant qu'on a expulsé de toutes les façons possibles en saturant la photo de toutes sortes de références et de significations. Le mot important ici est saturé, car il indique l'impasse interminable dans laquelle s'est engagée la photographie. La volonté de signifier, d'atteindre un terme ou un sens qui apparaîtrait comme une évidence, ça, s'écrira Barthes, aboutit à un bouclage sur elle-même de l'image et à une insatisfaction toujours renouvelée. Car ce n'est évidemment jamais ça, d'où la fuite perpétuelle et la prolifération illimitée des images. D'où la puissance du doute,
dont le pouvoir d'insaturation suspend la course folle en même temps qu'il la relance. La photographie, c'est fini, nous le savons bien. Mais en même temps, ça ne finit jamais. Et c'est cette suspension entre haute condensation et haute dilution qui fait qu'elle nous concerne encore, malgré tout. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience étrange. Un matin, avant de repartir prendre le train à Zurich, je me suis rendu à Winterthur dans une maison patricienne du début du XXe siècle, am Römerholz, située sur une colline au-dessus de la petite ville de Winterthur, ayant appartenu à un riche collectionneur, Oskar Reinhardt, et qui est maintenant ouverte au public. On y découvre de magnifiques tableaux de maîtres anciens, d'impressionnistes et post-impressionnistes. Devant un tableau autrefois attribué à Goya, et maintenant à l'un de ses imitateurs de la fin du XIXe siècle, le portrait d'un homme jeune, alors que je me déplace légèrement vers la gauche pour éviter un reflet gênant, une chose inattendue se produit. Vue de côté, la figure semble se décoller légèrement de son fond et apparaît en négatif, un peu comme dans ces tirages négatifs de Degas par exemple, dans lesquels l'inversion des valeurs semble ne pas avoir été poussée jusqu'au bout et s'être arrêtée entre positif et négatif. Je renouvelle l'expérience, même glissement de la plénitude de la figure peinte vers une image spectrale, ambiguë, instable, comme dans certains hologrammes. Une image à caractère photographique, par le gris argenté dont elle semble faite, un gris qui, plus qu'une couleur, semble être une matière, le teint dont est revêtu le fond de la plupart des miroirs, ou encore la fine couche d'argent qui donne au film photographique sa sensibilité particulière et lui confère le pouvoir de transcrire le monde en une subtile gamme de gris. Si cette expérience crée un trouble profond, c'est qu'elle révèle une face cachée du tableau, un double spectral qui la hante et qui parle en elle. De quelle nature ce double peut-il être dit? Est-ce une sorte de résolution de l'ensemble des couleurs de la palette? Ou plutôt comme un reflet, une image virtuelle et abstraite, comme peut l'être celle d'un miroir ou d'une photographie? Ou encore, est-ce une image pareille à celle que peut donner la gravure en demi-teinte, la fameuse manière noire, qui partant elle-même d'une abstraction, le noir complet que donnerait la plaque non travaillée, fait progressivement apparaître du noir plus clair en diminuant la capacité de la plaque à retenir de l'encre. Du noir plus clair, une sorte de gris donc, par soustraction, par allègement. Voir gris, c'est une forme d'hallucination ou de pathologie, sans aucun doute. Mais c'est aussi s'approcher d'une vérité de l'image, débarrassée de ses oripeaux de couleurs, d'où la persistance du dessin et de la photographie argentique, de tout ce qui n'entre pas facilement dans le vaste et imprécis registre de l'imagerie. Enfin, ce certain noir que seul peut certaines cendres. Noir clair ne relève pas vraiment de l'oxymore, figure qui fait les délices d'une certaine rhétorique baroque, cette obscure clarté. C'est l'expression d'une indécision, d'un doute. Clair qualifie noir, c'est un qualificatif, un quantifiant. Il y a différentes sortes de noirs, des noirs profonds et d'autres plus légers, light black. Le passage par notre langue est toujours révélateur chez Beckett, quel que soit le sens du passage. Noir est ici une couleur, et non l'obscurité. Et light qualifie son degré sur l'échelle de la profondeur ou de l'intensité. Tout cela pour expliquer à un esprit récalcitrant ce que gris veut dire. Question. S'il est admis que noir est une couleur, qu'en est-il du gris? S'il faut, pour le faire entendre, à défaut de le faire voir, en passer par le noir? Peut-être est-ce la démarche obligatoire auprès d'un aveugle, âme, chez qui tout part du noir. En principe, ce n'est pas si sûr que cela. Chaque couleur devenant ainsi, pour être intelligible, une qualité du noir. Le gris serait donc une variation légère sur le noir, une demi-couleur scandaleuse aux yeux de l'aveugle, puisqu'elle ne produit rien, aucun événement visuel susceptible de donner matière à un récit. La mer, plate. Le soleil, invisible. Le soleil couchant, absent. Le gris n'a aucun pouvoir discriminant, il est la manifestation visuelle de l'entropie qui semble avoir frappé le monde. Et pourtant, un doute subsiste. Si l'entropie régnait sans partage et garantissait l'équanimité de sa quiétude et de sa grisaille, tout pourrait aller. Mais comme l'insinue Clove, un doute demeure. Quelque chose suit son cours. Si quelque chose suit son cours, c'est qu'il y a encore du mouvement, de la vie, une forme de vie, aussi diminuée soit-elle, réduite à un faible différentiel d'énergie entre deux choses. Cette idée est cruelle, car elle laisse planer un doute. Et ce doute s'attaque au cœur de notre existence. Il est la forme terminale de ce que Guy Debord, à peine quelques années plus tard, va décrire sous le nom de spectacle, dans lequel
l'image construite et choisie par quelqu'un d'autre est devenue le principal rapport de l'individu au monde qu'auparavant il regardait par lui-même, de chaque endroit où il pouvait aller. Le dispositif beckettien évoque bien cela, à mi-chemin entre les habitants de la caverne de Platon et la soumission permanente au discours spectaculaire. Voyez ceci. Le flux des images emporte tout, et c'est également quelqu'un d'autre qui gouverne à son gré ce résumé simplifié du monde sensible, qui choisit où ira ce courant, et aussi le rythme de ce qui devra s'y manifester comme perpétuelle surprise arbitraire, ne voulant laisser nul temps à la réflexion, et tout à fait indépendamment de ce que le spectateur peut en comprendre ou en penser. L'extrême accélération et l'extrême ralentissement aboutissent-ils au même point? Les personnages de Beckett semblent avoir tout le temps devant eux, et en même temps être pris par un sentiment d'imminence, voire d'urgence, comme si, incarnation pathétique du paradoxe des Zénon, le peu de temps dont ils ont conscience de disposer semblait indéfiniment divisible ou ralenti, tout en allant vers son inéluctable achèvement. C'est ainsi que le flux d'images peut tendanciellement se réduire à une seule image, aboutissement douloureux et fragile, que Beckett nomme justement dans un autre texte « faire l'image ». D'où l'interrogation et le doute. Flux d'images ou image unique? Trop d'images ou pas assez? Oscillation, incertitude. Le doute est le corrélat objectif de la situation. Il est ce qui empêche que cela se résolve, se suture. Car trop ou trop peu, la machine à suturer, à saturer, tourne à plein régime. Elle répand une nappe de discours, ce fameux monologue élogieux, dit Debord, sur l'état des choses, en feignant de leur attribuer un sens. Ah, on n'est pas en train de signifier quelque chose. Voir aussi le doute insupportable que quelqu'un les observe, une intelligence revenue sur Terre, et donne un sens à tout cela, et que même Ham et Clove en arrivent à penser que tout cela n'aura peut-être pas été pour rien. Dans l'essai qu'il consacre à fin de partie, Adorno souligne à plusieurs reprises que Beckett reste dans le vague, dans une zone d'indifférence entre le dedans et le dehors, de neutralité entre les matériaux sans lesquels aucune subjectivité ne pourrait s'exprimer, ni même seulement être, et une animation qui rend ces matériaux flous, comme si elle avait embué la lunette à travers laquelle on les regarde. Cette remarque est étrange, qui semble reprocher à Beckett de ne pas objectiver suffisamment le doute, et en même temps d'attribuer l'absence de vision claire, le noir clair, à un problème de nettoyage de la lunette. Tout, selon lui, souffre dans cette pièce d'une déperdition de substance, mais cette remarque, qui pourrait sembler d'une grande justesse, doit s'entendre ici comme une critique, un déplorable constat. Par exemple, dans le noir clair qui nous occupe ici, il ne voit qu'un pastiche minable d'une scène de l'avare de Molière, celle dans laquelle la cassette disparue est décrite successivement comme grise, rouge et gris-rouge. Adorno commente, comme les couleurs, le mot d'esprit a perdu de sa substance. À relire cette scène chez Molière, il m'est difficile de voir les choses ainsi. D'abord, le mot d'esprit en question n'en est pas vraiment un, même si la scène est effectivement très drôle. Ce serait plutôt la rencontre entre deux visions de la fameuse cassette. La scène se passe entre Harpagon, Maître Jacques, son cuisinier et cocher, et le commissaire de police qui interroge ce dernier sur la cassette disparue. Et de quelle couleur est-elle, Maître Jacques? Maître Jacques. De quelle couleur? Le commissaire. Oui. Maître Jacques. Elle est de couleur, là, d'une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider à dire? Harpagon, Maître Jacques. N'est-elle pas rouge? Harpagon, non, grise. Maître Jacques. Eh oui, gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Harpagon, il n'y a point de doute, c'est elle assurément. Pour Harpagon, la cassette ne saurait qu'être petite et grise, c'est-à-dire invisible ou presque, en tout cas aussi neutre que possible. Ce que rectifie délibérément ou pas Maître Jacques, en mettant du visible et du spécifique sur du quasi-invisible et du neutre. Rien à voir avec la tentative de décrire à un aveugle ce que peut être la couleur grise. Si Maître Jacques disait vrai, faudrait-il alors imaginer Harpagon daltonien, d'un daltonisme tactique, tout au moins, loin du gris métaphysique et univoque de Beckett. Chez Molière, le gris est comme une base, une approximation de départ que diverses nuances sont susceptibles de modifier, gris-rouge. Chez Beckett, il est pur, du noir allégé si l'on veut, mais rien d'autre. Et il ne peut servir à rien d'autre que de faire le constat de l'entropie en marche, de la non-différenciation. Et pourtant, il reste spécifique. Il résulte d'une consommation, d'un épuisement de la substance, comme une cendre. On pense à cette magnifique phrase de « pour en finir encore », « Enfin, ce certain noir que seul peut certaines cendres ». Au fond, ce certain gris
ou noir-gris, est homogène. C'est-à-dire que privé d'écart interne, il ne permet pas que l'on y voie quoi que ce soit. Il est l'opposé des gris bavards de la photographie, de la manière raffinée qu'elle a de décliner les nuances de la gamme des gris, du noir au blanc. Ce qui lui a valu son aptitude à représenter le monde, aptitude codée certes, puisqu'elle opérait par soustraction de la couleur à laquelle elle substituait une couleur, mais unique, si le gris est une couleur. Soustraction, abstraction, la photographie en noir et blanc, c'est-à-dire en gris, n'a plus aujourd'hui ce privilège, comme si nos yeux et nos cerveaux avaient perdu l'aptitude à convertir les signaux, et comme si cette représentation devait être crûment colorisée, comme le fait la photographie numérique, saturée de couleurs et de contrastes. Il faudrait en effet, comme dit Baudrillard, désaturer. Désaturer, c'est aussi bien expliquer l'art et le monde à un lièvre mort que le gris à un aveugle. Mais comment savoir ce que voit l'aveugle? Oliver Sacks, ce spécialiste qui a répertorié et étudié quantité de cas de troubles neurologiques, évoque celui de Jacques Lucéran, qui perdit la vue à l'âge de 8 ans et parvint à se doter lui-même d'un monde visuel imaginaire, d'un mode de vision intérieure, caractérisé par une excitation spontanée et presque éruptive du cortex visuel, désormais privé de son input visuel normal, pour devenir, selon ses propres termes, un aveugle visuel, phénomène qui est peut-être analogue aux acouphènes ou aux membres fantômes. Oliver Sacks ajoute que cet œil intérieur s'accompagnait d'un écran sur lequel tout ce qu'il pensait ou désirait était projeté et, si nécessaire, manipulé comme sur un écran d'ordinateur. La question de l'imagerie visuelle mentale ouvre de fait un immense espace de doute. Par exemple, est-il possible qu'à la lumière de ces cas extrêmes, nous découvrions que pour voir et même penser, nous avons besoin de l'imagerie visuelle stockée dans notre cerveau, de sorte qu'on pourrait imaginer que quelqu'un dont les yeux fonctionneraient parfaitement, mais qui ne disposerait pas pour une raison ou pour une autre de ce stock d'image mentale, puisse être dit de fait aveugle. Et inversement, s'il y a bien une permanence de l'activité du cortex visuel chez certains aveugles, peut-on dire qu'aveugles, ils ne le sont pas tout à fait? Que d'autres sens, le toucher et l'odorat notamment, s'avèrent capables, comme des recherches l'ont montré, d'être en contact avec le cortex visuel et de permettre aux aveugles en question de se faire une représentation assez précise du monde qui les entoure? Nombre d'exemples en sont régulièrement fournis, depuis Diderot et sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. À propos de Sanderson, l'aveugle mathématicien, Diderot observe qu'il voyait par la peau. Mais au fil de son analyse, l'idée qu'un sens, la vue, puisse être remplacé par un autre et permette ainsi d'accéder à une connaissance identique, lui apparaît illusoire, car elle supposerait qu'il y ait une structure commune à tous les sens, alors que ce sont les différences et les particularités qui s'imposent. Au bout du compte, semble dire Diderot, tout dépendrait des acquis préalables de chacun, sa maîtrise de tel ou tel savoir, les mathématiques ou le langage, qui fonctionneraient alors, dans chaque situation, comme des traducteurs d'un sens vers l'autre. Ham évoque à un moment, on l'a déjà noté, l'hypothèse d'une intelligence supérieure capable de décrypter et de donner du sens à ce qui apparaît insensé. Ah bon, je vois ce que c'est, oui, je vois ce qu'ils font. Question de distance, de hauteur. La deuxième échappée métaphysique de Ham repose sur une inversion de l'espace. Au lieu de supposer un espace infini dans lequel l'homme serait un petit gravier au milieu de la steppe, il avance l'hypothèse que les deux protagonistes sont en fait dans un trou. Mais derrière la montagne, hein, si c'était encore vert, hein, Flore, Pomone, un temps avec extase, Cérès. La représentation de l'espace que se fait l'aveugle oscille entre ces deux extrêmes. Quant à l'expérience du temps, elle est sous le signe de l'imminence. Imminence du départ de Clove, imminence de la fin, mais aussi de ce qui n'a jamais été et ne sera jamais. Clove, tu crois à la vie future? Ham, la mienne l'a toujours été. Ham, dans un sens, est l'avenir de Clove. Il ne manque d'ailleurs pas de lui en faire une description qui est peut-être seulement celle de ce qu'il a lui-même vécu. Un jour, tu seras aveugle, comme moi. Tu seras assis quelque part, petit plein perdu dans le vide, pour toujours dans le noir, comme moi. Un jour, tu te diras, je suis fatigué, je vais m'asseoir et tu iras t'asseoir. Puis tu te diras, j'ai faim, je vais me lever et me faire à manger. Mais tu ne te lèveras pas. Tu te diras, j'ai eu le temps de m'asseoir. Aussi sombre qu'elle soit, la prophétie de Ham contribue pourtant à faire exister un avenir, c'est-à-dire à produire du temps, comme tout récit fait exister du temps.
âme cernée par l'imminence, c'est-à-dire un temps qui tend vers zéro, parvient malgré tout à en différer l'issue, en mettant en scène les différentes instances de la narration, le narrateur bien sûr, mais aussi l'auditeur et les différents personnages. Le récit, on le sait depuis les mille et une nuits, est ce qui maintient en vie le fil du temps et peut-être le fil de la vie tout court. D'où la belle ambiguïté et la belle ironie de la phrase de Nag, le père de Ham, « Il faut vivre avec son temps ». Si l'on en croyait Adorno, cette phrase, dans son apparente banalité, serait caractéristique de ce qu'il appelle la dégradation en déchets culturels de toute sa philosophie. Fin de partie se déroule dans une zone d'indifférence entre le dedans et le dehors, de neutralité entre les matériaux sans lesquels aucune subjectivité ne pourrait s'exprimer, ni même seulement être. Voilà au moins qui jette un jour nouveau sur la nature du gris que voit Clove, même si les considérations optiques sont un peu confuses. Ce gris, ce serait donc du flou, parce que ça bouge, et ou du flou parce que la lunette est embuée. Voilà qui pourrait être rassurant. Il suffirait de ne plus bouger et de nettoyer la lunette, et tout redeviendrait clair et net. Malheureusement, il ne semble pas que cela se passe ainsi, car Clove aussi a quelques souvenirs, en particulier celui d'un fou qui était peintre. Quand Clove le traînait devant la fenêtre et lui montrait le monde, le fou retournait dans son coin, épouvanté. Il n'avait vu que des cendres. Lui seul avait été épargné, oublié. Il paraît que le cas n'était pas si rare. Dans la vie diminuée, le fou est daltonien ou le daltonien fou. Il voit gris, un gris de cendre, un gris d'après la catastrophe, celui de la route de Cormac McCarthy ou des miroirs noirs d'Arno Schmidt. La référence au miroir noir ou miroir sombre, cet instrument d'optique utilisé par les peintres parce qu'en absorbant les couleurs, il permettait de se concentrer sur les détails du dessin, n'est sans doute pas fortuite. Alors, voir gris pour voir plus net, pour voir mieux. Mais le gris du miroir noir est particulier. Ce n'est pas du noir allégé, mais plutôt la somme de toutes les couleurs qu'ils font en les condensant. On dit que la somme des couleurs du spectre, c'est du blanc, celui de la lumière du jour. Mais cette somme-ci est du gris, une forme de blanc sale, si l'on veut. Dans cette épaisseur grise, il se produit pourtant des événements visuels. Ce sont des traces de présence humaine, ou à tout le moins, l'illusion de traces de présence humaine. Dans Fin de partie, elles apparaissent d'abord sous la forme de deux personnages dans le récit de Ham. Un père venu mendier du pain pour son fils, qu'il a abandonné à 3 jours de marche de là. Ham ergote et refuse, comme il a refusé de l'huile à la mère Peg pour sa lampe. Ces divers personnages servent à étirer le récit, comme nous l'avons vu, et donc à maintenir le temps en vie. Puis de nouveau, un enfant, aperçu et décrit cette fois par Clove. Mais cette fois, cela ne fonctionne plus, le récit n'est pas relancé, il est trop tard, c'est fini, dit Ham. La question de la fin, désirée et impossible, est un des leitmotifs beckettiens. J'ai parlé du phénomène des images mentales résiduelles et de l'analogie avec un membre fantôme. En fait, c'est toute cette affaire de gris qui est placée depuis le début sous le signe du fantomatique. Les personnages que convoquent Ham et Clove au fil de leur dialogue sont des spectres. Leur fonction, nous l'avons dit, est essentiellement temporelle. Ils relancent le récit pour un temps plus ou moins long. Mais leur existence est fragile, sans cesse au bord de la disparition. Des êtres apparaissent et disparaissent. Un enfant, son père, un rat, une puce, la mère Peg, à qui Ham est censé avoir refusé de l'huile pour sa lampe, et qui serait, selon Clove, morte d'obscurité. Plus troublant encore, Ham annonce avoir vu pendant la nuit à l'intérieur de sa poitrine. Clove, t'as vu ton cœur? Ham, non, c'était vivant. Ces êtres sont convoqués pour se tenir compagnie, comme l'enfant solitaire qui se met en plusieurs, 2, 3, pour être ensemble et parler ensemble dans la nuit. Se mettre ensemble, voir à l'intérieur de soi ce qui n'est pas visible à l'œil nu, on aura reconnu une croyance dans les esprits, ces manifestations qui ont donné lieu à de multiples tentatives dans la vie et dans l'art pour leur donner un corps, une forme. Les fantômes, ce sont des incarnations fugitives de nos désirs les plus secrets. Ce sont donc des manières de savoir quelque chose sur nous-mêmes que nous avons exclues ou refoulées. Une telle croyance doit évidemment faire l'objet d'une dénégation de la part de la recherche scientifique la plus avancée et donner libre cours aux hypothèses les plus fantastiques. Ainsi, celle que nous avons évoquée, qui avance que la perception visuelle dépend de l'imagerie visuelle, en cela que l'output visuel rétinien, ce que l'œil voit autrement dit, correspond aux images mnésiques stockées dans le cerveau. Autrement dit, nous voyons ce que nous avons déjà vu, ou ce que notre cerveau a fabriqué. D'où l'importance de se fabriquer des images avant la nuit, le vide obscur, le brouillard gris,
et d'où en conséquence l'obstination des personnages de Beckett à vouloir faire l'image, y compris par les protocoles les plus extrêmes et les plus autoritaires. Car en l'absence d'image faite, la porte est ouverte à tout, y compris aux resco-références, aux pensées, aux souvenirs, aux émotions. Que se passe-t-il, observe Oliver Sacks, lorsque le cortex visuel n'est plus limité ou contraint par le moindre input visuel? La réponse la plus simple, c'est qu'une fois isolé de l'extérieur, le cortex visuel devient hypersensible à toutes sortes de stimuli internes, à sa propre activité autonome, aux signaux provenant d'autres aires cérébrales, des aires auditives, tactiles et verbales, et aux pensées, aux souvenirs et aux émotions. Il y a dans la photographie notamment une présence de la spectralité qui double son histoire claire et lui permet de transgresser la relation au sujet représenté dans laquelle on a de cesse de l'enfermer. Cette dimension spectrale n'est pas l'autre de la photographie, elle est son être même dans ce qu'il a de plus troublant et de plus excessif, ce qui tente d'aller voir au-delà du visible, le vide même du sujet, quand on a réussi à le regarder, comme le dit très joliment Myriam Mindou, avec les yeux renversés. Elle-même en a donné des exemples remarquables, avec ses photos de trans vaudou, dans lesquelles surgissent des visages négatifs. Cette dimension négative, quels que soient les procédés employés, la solarisation, le tirage négatif ou transparent, est présente depuis les débuts de la photographie. Elle fait partie de ces images matrices, enfouies dans notre mémoire visuelle. L'écho d'une commune opinion pour laquelle le gris est réputé triste, monotone, sans caractère, atome. Il doit donc, pour notre santé mentale, être réveillé ou dissipé, et notamment par de la vraie couleur. Gris des ciels plombés des villes industrielles de l'Europe du Nord, gris administratif générique, sans qualité. Mais déjà, cette non-couleur s'anime de ces différences internes. D'un côté, la neutralité recherchée ou consentie, celle qui passe partout, qui va avec tout. De l'autre, quelque chose de beaucoup plus violent, l'extinction de toute autre couleur, son recouvrement, son étouffement. Et enfin, le gris des artistes, choisi, précis, riche de sa diversité. Prenez l'exemple d'Alan Charlton, emblématique s'il en est, puisque, comme il l'a déclaré, je suis un artiste qui fait une peinture grise. Une peinture, sans cesse recommencée, d'un gris pourtant jamais tout à fait le même. Faut-il en déduire que, pareil au peintre dans le récit de Ham, Alan Charlton ne voit que des cendres dans un monde dévasté où lui seul aurait été épargné? On est parfois tenté d'expliquer cette décision, prise très tôt dès le début des années 70, de ne faire qu'une peinture grise, par le souvenir d'une enfance à Sheffield, ville industrielle du nord de l'Angleterre, et donc présumée grise. Gris des usines, gris du ciel. Mais si tel était le cas, cela ferait du travail de Charlton une peinture en quelque sorte figurative, en tout cas figurative expressive, représentation ou évocation d'un monde déjà gris, dont il n'y aurait en quelque sorte qu'à reproduire l'image. Or, à l'évidence, elle est bien plus que cela, un commentaire moral sur la beauté du monde et de ses couleurs. Le peintre du récit de Ham est dans l'incapacité de percevoir et de goûter la beauté du monde, de ses couleurs, de la vie qui bat en lui, car il est hanté, obnubilé, c'est sa folie, par l'idée de la catastrophe dont il est le seul rescapé. Comme le capitaine dans Benito Cereno de Melville, lui-même rescapé d'une mutinerie des esclaves qu'il transportait, traumatisé par sa rencontre avec la sauvagerie et le mal, est incapable à jamais d'apprécier la douceur de la vie retrouvée et se mure dans son obsession et sa mélancolie. La peinture grise de Alan Charlton ne commémore pas un désastre. Elle célèbre au contraire la beauté de la lumière jouant sur la présence unique d'un objet dépourvu de tous ses autres attributs, réduit à l'essentiel, à la fois générique, gris c'est gris, et spécifique. Il y a autant de nuances de gris que l'on peut imaginer en fonction du mélange, du support, de la lumière. Entre ces deux extrêmes, le blanc et le noir, le gris apparaît instable, constitutivement instable. C'est d'ailleurs ainsi que le voyait Paul Klee dans sa théorie de l'art moderne. Dans les années 60 et 70, Gerhard Richter a peint des monochromes gris, souvent à partir de photographies dans lesquelles une dialectique du gris est expressément mise en évidence. Car à l'instar des photographies à partir desquelles il travaille, il faut envisager la notion de monochrome dans un sens large, qui ne se réduit pas à l'abstraction. Je cherchais, dira Richter, des photos qui montraient mon présent, ce qui me concernait. Et je prenais des photos en noir et blanc parce que je m'étais rendu compte qu'elles étaient plus convaincantes que les photos couleurs, parce qu'elles le montraient de manière plus directe, moins artistique, et donc plus crédible. C'est aussi pourquoi j'ai choisi ces photos de famille, d'amateurs, d'objets courants et des instantanés. Il y a ici rencontre entre une forme de la culture de masse et une exigence de la peinture,
celle d'une rédemption, d'une qualité perdue, d'un monde meilleur, de ce qui serait le contraire de la misère et de l'absence de perspective. Une image qui représente notre situation de manière plus juste et vraie, une anticipation, quelque chose qui pourrait être compris comme un projet, et plus que cela, donc rien de didactique, mais au contraire quelque chose de plus libre, et qui, malgré toute sa complexité, donne une impression de facilité. Mais peut-on parler de monochrome à propos de tableaux, certes à dominance grise, mais qui, comme les photographies dont ils s'inspirent ou qu'ils imitent, jouent sur toute une gamme de cette couleur? Où commence la variation sur une couleur, ses différentes teintes, et quand est-on déjà dans une polychromie? Les phénomènes de réduction à une seule couleur et d'expansion, une couleur n'est jamais véritablement seule, s'entrecroisent ici inextricablement. Et la couleur, fût-elle identique, la manière dont elle est appliquée, dont elle réagit au support, tout cela introduirait de nouvelles différences. Reste que de l'aveu même de Richter, c'est la réduction et l'appauvrissement qui l'emportent dans les monochromes gris de cette période, la seule manière correspondant à une indifférence, un manque de conviction, au refus de toute forme d'engagement, à l'anomie. Après l'étoile grise, après le dogme de la peinture fondamentale, dont les aspects puristes et moralisateurs me fascinaient à un degré proche du déni absolu, tout ce que je pouvais faire, c'était de repartir à zéro. Ce fut le commencement des premières esquisses en couleur. N'oublions pas non plus un usage plus draconien du gris chez Richter, celui de recouvrement de toile dont il n'était pas satisfait et qu'il annulait en quelque sorte par le geste de recouvrement d'une non-couleur. Tout se passe comme si un processus devait être mené à son terme, un processus de dépouillement que les personnages de Beckett appellent parfois faire image, avec une exigence tyrannique dont ils sont les seuls à décréter le terme. Dans Catastrophe, c'est effectivement un metteur en scène qui règle la scène, avec l'aide d'une assistante qui répète et transmet ses ordres. L'objet de ce travail, modification de la posture du protagoniste, réglage des lumières, est selon le mot du metteur en scène, de produire une catastrophe. Que signifie ce terme ? Comme image, ce serait atteindre un stade où quelque chose semble avoir été accompli, avoir été mis en place après diverses péripéties. Dans Catastrophe, c'est le corps du protagoniste qui subit diverses manipulations, baisser ou relever la tête, blanchir le crâne et les chairs, jusqu'au moment décisif qui consiste à couper l'ambiance et à laisser la tête seule éclairée. Le processus peut se lire comme un refus de la couleur grise diffuse, sombre est le terme employé pour décrire la tenue du protagoniste, autant que son crâne, et l'entrée dans le spectaculaire jeu du noir et blanc. Dans l'image, c'est au contraire l'infime distinction entre la boue et la bouche qui est en jeu. La voix émet une lueur. Gris, demi-jour, demi-deuil. Fin de partie s'achève quand Ham se couvre le visage de son vieux linge, comme d'une sorte de linceul. Ces images d'une fin interminable, rejouées, surjouées, sont nombreuses chez Beckett. L'une d'elles, qui fait l'objet du texte intitulé « Compagnie », m'intéresse particulièrement ici. Le personnage, ou plus exactement une voix, est dans le noir, et même si l'on peut dire un noir double, puisqu'il s'agit de fermer les yeux dans le noir, celui-ci étant encore trop visible. À noir visible, fermer les yeux. Tout cela pour mieux entendre la voix qui va éclairer le silence. La voix émet une lueur. Le noir s'éclaircit le temps qu'elle parle, s'épaissit quand elle reflue, s'éclaircit quand elle revient à son faible maximum, se rétablit quand elle se tait. Tu es sur le dos dans le noir, là, s'ils avaient été ouverts, tes yeux auraient vu un changement. Dans ce passage, tout se passe comme si le transfert d'un sens à l'autre, que nous avons évoqué, s'exerçait non par obligation ou aberration, mais par méthode, transférer à la voix le pouvoir de luminescence, de demi-jour. D'où le demi-jour. Quelle compagnie dans le noir? Fermez les yeux et essayez de l'imaginer. D'où jadis le demi-jour? Aucune source apparente, comme si luminescent à peine tout son petit vide. Que pouvait-il bien voir alors au-dessus de son visage renversé? Fermez les yeux dans le noir et essayez de l'imaginer. Ton terne, lueur grise de demi-jour, le gris et cette luminescence qui éclaire et allège le noir, à peine établie, toujours incertaine, oscillante, voilée, dénudée, voilée à nouveau, dénudée à nouveau. L'œuvre qui vient ici à l'esprit est celle de Roman Opalka,
Son protocole immuable, on s'en souvient, consistait à écrire la suite infinie des nombres en noir au pinceau sur fond blanc, en ajoutant au noir à chaque nouveau tableau une quantité de 1% de blanc. Une fois le tableau terminé, l'artiste se prenait en photo, en noir et blanc, devant sa toile. Il enregistrait aussi sa voix disant la suite des nombres qu'il venait de peindre. Au fil des années, les dernières œuvres en témoignent, ce protocole faisait que les suites de nombres allaient vers un gris de plus en plus léger, quasiment du blanc sur du blanc vers la fin, dans ce qui était devenu une extraordinaire tentative de représenter l'écoulement même du temps. Jamais le simple jeu de la couleur, affecté de sa plus infime variation, n'aura aussi bien résumé l'incidence métaphysique du gris, sa capacité à saisir l'attrition et l'anthropisation de la vie. Chez Beckett, nous sommes encore dans le drame, dans une lutte avec les ténèbres, une lutte entre elles et la capacité de quelque chose à apparaître, une lueur, une pulsation, quelque chose de vivant. Avec Opalka, c'est le temps à l'état pur que saisit l'atténuation de la couleur et la photographie son passage sur le visage de l'artiste, sans pathos, mais quelque chose d'implacable qui ne souffre aucune échappée, alors que Beckett raconte la fiction d'une fin interminable, prise entre le désir et l'impossibilité de continuer. Une flaque de boue de différents gris. Jean Genet aimait le gris, peut-être parce qu'il lui rappelait la prison, sa patine, sa crasse, son ennui, l'écoulement uniforme du temps. Dans son magnifique essai sur Giacometti, il a reconnu en cet artiste quelqu'un doué du pouvoir étrange de pénétrer ce domaine de la mort, de suinter peut-être à travers les murs poreux du royaume des hommes. Le gris dont tout, autour de cet artiste, et jusqu'à sa personne même, semble constituer, est l'indice de ce pouvoir. Giacometti fait des statues qui ravissent les morts, dira Genet. Mais ce commerce avec le domaine de la mort s'accompagne d'un double mouvement. D'une part, il y a une sorte de fluidification et de désincarnation dans le gris, une uniformité indéterminée qui permet de donner une réalité sensible à ce qui n'était qu'absence. Une image résume de façon frappante cet état, c'est la description de sa palette. Posée au milieu de vieilles bouteilles d'essence, sa palette des derniers jours, une flaque de boue de différents gris. Mais d'autre part, ces sculptures et ces dessins produisent un effet tout à l'opposé. Si quelque chose est dissous ou dissolvant dans ses œuvres, c'est pour en éliminer le superflu, pour écarter ce qui gênait son regard, pour découvrir ce qui restera de l'homme quand les faux semblants seront enlevés. Ce qui reste alors, et qui s'éprouve dans le mouvement de va-et-vient dont elle semble animée, de la distance la plus extrême à la plus proche familiarité, c'est un noyau infracassable, une petite masse de vie, dure comme un galet, bourré comme un œuf, qui pourrait sans effort devenir 100 autres portraits. Ce double mouvement, c'est ce que nous avons perçu également dans nombre de textes de Beckett. L'indéfinition du gris va de pair avec la dissolution, l'épuisement, mais en même temps, il y a dans l'image une énergie incroyable, celle qui épuise d'un coup tous les possibles. Gilles Deleuze a parlé, presque dans les mêmes termes que Genet, de cette énergie dissipatrice. On dirait cette fois qu'une image, telle qu'elle se tient dans le vide hors espace, mais aussi à l'écart des mots, des histoires et des souvenirs, emmagasine une fantastique énergie potentielle qu'elle fait détonner en se dissipant. Ce qui compte dans l'image, ce n'est pas le pauvre contenu, mais la folle énergie captée, prête à éclater, ce qui fait que les images ne durent jamais longtemps. L'image n'est pas un contenu, c'est une limite, un trou noir qui s'ouvre devant nous, pas un objet, mais un processus. Une des pièces de Beckett pour la télévision, Trio du fantôme, met en jeu deux des éléments clés que nous avons repérés, le fantôme et le gris. L'espace que définit la voix n'est fait que d'éléments sans profondeur, sans épaisseur, tous de la même couleur. Au fond, une fenêtre. À droite, la porte indispensable. À gauche, le long du mur, une sorte de grabat. Lumière, faible, omniprésente, pas de source visible. Luminosité globale, dirait-on. Faible luminosité, pas d'ombre. Couleur aucune, tout gris. Nuance de gris. Couleur gris, si vous préférez, une nuance de la couleur nommée gris. Le miroir lui-même, qui ne reflète rien, est gris. Petit rectangle gris, même dimension que le magnétophone, sur rectangle plus grand du mur. Si ce gris est susceptible de prendre différentes nuances, en revanche, il semble s'être dépouillé de toute matérialité. Celle qu'il avait dans l'Innommable, par exemple,
un beau gris, du genre dont on dit qu'il va avec tout, pisseux et chaud. Et pourtant, comme le dit la voix, il doit y avoir autre chose pour aller avec ce gris qui va avec tout. Le gris, à son tour, est pris dans la valse des contradictions et des déconstructions à mesure qu'approche la fin ou non-fin impossible. Le gris est à la fois couleur et non-couleur, quand il est la résultante du mélange des autres ou de certaines d'entre elles. Si on suit Goethe lorsqu'il affirme qu'une couleur n'existe que si et quand on la regarde, alors le gris vit de nos incertitudes, de nos humeurs mêlées, de nos moments d'intensité basse. Merci.